C'est l'histoire du casse du siècle. Un butin à 60 milliards d'euros. La technique des braqueurs, l'évasion fiscale. 60 milliards qui s'échappent de France chaque année. 4 fois le trou de la sécurité sociale. Dans cette grande évasion, les braqueurs ont de nombreux complices. Parmi eux, les banques les plus puissantes du monde. Quitte à en payer le prix, certains ont choisi de se battre contre ce système, comme Hervé Falciani, ancien informaticien chez HSBC, prêt à révéler les secrets de la banque au monde entier. Moi, dans 1 an, je peux être mort, pour commencer. En Europe, certains États déclarent la guerre aux évadés fiscaux. Mais les multinationales, elles, n'ont jamais été aussi peu transparentes. Monsieur Mittal, est-ce qu'on peut parler de vos impôts? Le fisc français vous réclame vraiment 1 milliard d'euros? Optimisation fiscale, évasion fiscale, chacun joue sur les mots pour justifier la grande fuite de nos richesses. Moi, j'appelle ça un vol, ils appellent ça optimisation. Donc si demain je prends une mobilette parce que j'ai besoin d'aller à la gare, je vais parler d'optimisation de transport. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Les équipes de cash se sont invitées là où les caméras n'étaient pas les bienvenues, avec des chefs d'entreprise en plein lobbying auprès de nos élus. Bonjour, on regardait cette table magnifique là, avec tous ces élus, tous ces députés, ces anciens ministres, c'est formidable, non? Vous parlez de quoi? Parce qu'on voulait vous parler d'évasion fiscale. Vous dégagez, ce n'est pas notre problème. Pas de problème. Vous évacuez. La France est en faillite, dit-on. Nous sommes partis à la recherche des milliards qui nous manquent. Il y a au moins un homme qui sait où sont passés les milliards. Il s'est dressé seul contre l'évasion fiscale. Perruque, barbe et fausses lunettes, Hervé Falciani n'est pourtant pas un repenti de la mafia, mais un simple informaticien. Détenteur de lourds secrets sur la banque HSBC. En avril dernier, devant les magistrats de la plus haute juridiction espagnole, il rappelle le sens de son combat. La lutte contre l'opacité financière, de mon intime conviction, et de l'intérêt de toutes les démocraties. Dans la catégorie l'homme qui en savait trop, faites entrer le franco-italien Hervé Falciani, 40 ans, ex-directeur informatique à la HSBC, Genève. Pour nous, ça a débuté comme ça. Un billet d'avion pour Madrid, là où Hervé Falciani avait décidé de nous parler après 3 ans de quasi-silence radio et télé. L'informaticien qui fait faire des cauchemars à la banque HSBC vit aujourd'hui en Espagne, mais pas comme tout le monde. Il est sous haute protection policière. Sur place, vous ne le contactez jamais directement, il n'a pas de portable. Vous parlez aux policiers des unités spéciales espagnoles chargés de le protéger. Pour arriver jusqu'à lui, un protocole de sécurité ultra strict. On n'en fait pas des tonnes, ça se passe vraiment comme ça. Une voiture banalisée vient nous chercher, les policiers nous amènent à un lieu tenu secret où Hervé Falciani nous rejoindra. Une protection 24 heures sur 24, indispensable, vu la sensibilité des informations qu'il détient. La seule importante menace, c'est le potentiel de nuisance que je représente par rapport au secret bancaire. Durant 3 mois, nous l'avons rencontré à plusieurs reprises, à chaque fois dans les mêmes conditions. Et hormis ces quelques secondes d'image, interdiction formelle de filmer les anges gardiens des unités spéciales. Les données récupérées par Hervé Falciani sur certains clients d'HSBC sont explosives. L'informaticien le sait, son combat peut lui coûter cher. Moi, dans 1 an, les champs du possible sont de tous côtés. Je peux être mort, pour commencer, c'est clair. C'est quand j'ai mon épouse hier qui... Ou on peut être effectivement en train de lutter encore plus fort. Mais tout. C'est la drôle de vie sous surveillance d'Hervé Falciani, loin de sa femme et de sa petite fille, qui habite aujourd'hui dans le sud de la France. Cette existence sous protocole de sécurité est chaque jour un peu plus insupportable. C'est d'abord pour nous raconter ça qu'il a accepté de nous recevoir. Sa parole est rare,
sa détermination totale. En l'écoutant décrire sa mission chez HSBC, on a le sentiment d'être face à un homme exaspéré d'avoir été trop naïf, trop longtemps. Il faut comprendre que je viens d'une famille qui a travaillé dans la banque. Je viens donc avec une expérience de ce qu'est la banque privée, en l'occurrence. Et dans ce cadre-là, ça a toujours été tel qu'on me l'a enseigné, tel que je l'ai vécu et tel que je l'ai pris comme responsabilité, le devoir d'assurer la qualité d'un service qu'on allait rendre. En aucun cas de permettre l'évasion, de permettre toutes les dérives possibles, inimaginables. Les dernières illusions de l'informaticien ont coulé au fond du lac Léman il y a 5 ans, à Genève, quelques jours avant Noël. Falciani, responsable du réseau informatique d'HSBC en Suisse, vient de récupérer toutes les données de la banque, dont les coordonnées bancaires de dizaines de milliers de clients, individus ou entreprises. Il en est sûr, les preuves d'un vaste système d'évasion fiscale sont là. Falciani affirme qu'il a alors prévenu la justice suisse. Mais le parquet fédéral ne voit pas en lui un lanceur d'alerte, plutôt un vulgaire voleur de fichiers. Et surtout, le sacro-saint secret bancaire national est en danger. Donc quelques jours avant Noël, je travaille, je suis à mon bureau et on vient me chercher, on me menotte et on m'amène pour perquisitionner mon appartement devant ma femme et ma fille. Oups. Nous sommes le 22 décembre 2008. Hervé Falciani, soupçonné de vol, prend conscience que les données qu'il détient sur HSBC le placent au cœur d'une affaire d'État. Sur le palier, il est menotté sous mes yeux et je lui demandais si c'était nécessaire vu que mon mari, c'était pas un criminel. 4 ans plus tard, Simona, l'épouse d'Hervé Falciani, accepte de nous raconter cette matinée, à condition de ne pas être reconnue. Elle garde en tête l'image de son homme arrêté 2 jours avant Noël. Je trouvais ça énormément déplacé, plus pour ma fille que pour moi. À l'époque, elle avait que 3 ans et je me suis dit, ça c'est quand même une image de son père qui quitte chez lui, menotté. Et ensuite, on m'amène au commissariat du canton, où là, je vais attendre pendant quelques heures qu'on m'interroge. Le soir, le procureur me libère et s'attend à ce que je le retrouve le lendemain. C'est bien là la moindre erreur du procureur suisse. Persuadé que l'informaticien va sagement revenir continuer l'interrogatoire le lendemain matin. 4 heures du matin, je me lève et je le vois. Il était dans la cuisine, il avait son portable à la main. Et là, il ne me dit rien du tout. Je le regarde, on s'échange tout simplement un regard et je comprends. J'ai tout de suite compris que c'était le moment qu'il fallait partir. Au petit matin, la famille Falciani quitte Genève. Simona et leur fille ouvrent la route. Hervé suit dans une seconde voiture. À mesure qu'il avale les kilomètres, Falciani laisse derrière lui 8 ans d'une vie dorée, de cadre bancaire sans histoire. Je ne pouvais pas cautionner. Je suis déterminé, décidé. Au volant, l'homme pressé ressasse sans cesse, obsédé par ses découvertes. HSBC, c'est le réseau informatique privé le plus étendu au monde. Le fait qu'on soit en face d'un système qui est morcelé, on cherche à cloisonner l'information. Bon, cet éclatement va à l'encontre de toute possibilité de réellement contrôler ces institutions. Ça veut dire faire en sorte que, justement, au niveau du système, vous avez un cloisonnement, vous avez une explosion, une déstructuration, une méconnaissance au niveau des opérations bancaires. Il se passe au niveau des investissements, au niveau de l'origine même des fonds. Un système opaque qui rendrait plus complexe toute tentative de contrôle, selon Hervé Falciani. Chaque fois que la loi change, les banques ajustent leurs mécanismes pour opacifier encore plus un certain nombre d'opérations dont elles souhaitent qu'elles ne soient pas visibles pour les auditeurs, le législateur, les commissaires aux comptes, les actionnaires, voire un certain nombre de collaborateurs. C'est quelque chose que je ne conçois pas, que je ne peux pas supporter, connaissant les dérives que ça entraîne. Et ça ira donc de la fraude fiscale à l'utilisation de ces réseaux financiers par des réseaux mafieux. Dans les fichiers HSBC récupérés par Falciani, il y aurait l'argent non déclaré de riches particuliers ou d'entreprises, les comptes de l'évasion fiscale.
Le 23 décembre, après 6 heures de route, Hervé Falciani arrive à Castellar, près de Nice, où habitent ses parents. Il dépose ses valises, son ordinateur et ses disques durs remplis des données confidentielles de la HSBC. On imagine l'ambiance dans le bureau du procureur suisse, le lendemain matin. Un réveillon en famille, enfin un peu de calme pour réfléchir à la suite. Mais le répit d'Hervé Falciani ne va pas durer. Dans le courant du mois de janvier, les Suisses appellent le procureur de Nice, Éric de Montgolfier. Au nom de l'entraide judiciaire, il lui demande de perquisitionner le domicile de Castellar. Montgolfier ne connaît pas l'informaticien, pour lui l'affaire est banale. Alors, rebelote. Falciani est à nouveau arrêté, ses ordinateurs saisis, sous le regard satisfait du procureur suisse venu superviser l'opération. Mais pendant la perquisition, Falciani explique aux gendarmes qu'il détient des infos confidentielles. Elles peuvent intéresser la France. Hervé Falciani est interpellé, placé en garde à vue, entendu. Son ordinateur est pris, et c'est là qu'il se tourne vers un des gendarmes qui l'accompagnait pour lui dire « Attention, dans cet ordinateur, il y a des données qui concernent la France. » On a compris effectivement que c'était quelque chose d'important. Il faut admettre que sans Hervé Falciani, cette importance nous aurait échappé. Et nous aurions tout donné. C'eût été dommage. Franchement, c'eût été dommage. Et voilà comment Hervé Falciani et ses disques durs sont restés en France. Que contiennent-ils exactement? D'abord, les numéros de compte des clients HSBC, tous anonymes. Les coordonnées des clients, sociétés ou individus sont dans un autre dossier. Troisième base de données, les noms de leurs gestionnaires de fortune. Enfin, des milliers de courriers internes à propos de certains clients, des infos ultra confidentielles. Sur l'écran, un document inédit. C'est l'intégralité de la liste statistique des clients HSBC Genève du monde entier. Là, ce qu'on voit, ce sont des statistiques de type de contrat. Pour les particuliers, vous allez en avoir 6500. 6527 lignes de compte de particuliers, rien que pour la France. Mais aussi 1260 comptes d'autres banques. 67 comptes de holding et des lignes de plus en plus mystérieuses, comme ces 16 comptes de trust. Et ça se décline comme ça pour tous les pays. On dénombre 9437 lignes de compte de contribuables français, individus et entreprises à la HSBC Genève. Plus de 10 000 Britanniques. Autant d'Italiens. Plus de 8 000 Suisses. 1835 Espagnols. Et c'est parti pour un tour du monde. Des Grecs, des Turcs, des Libanais. Des Canadiens, des Américains. Des Japonais ou des Chinois. 183 pays exactement sont concernés, presque toute la planète. Et même un petit caillou au milieu du Pacifique Sud, les îles Niue. 110 détenteurs de contrats sur 1400 Niuéens, un habitant sur 10. Enfin, l'île Bouvet, 0 habitant, un client. HSBC Genève détiendrait plus de 121 000 comptes d'entreprises et de particuliers. Beaucoup ne sont pas déclarés, mais combien? Pour le savoir, l'informaticien travaille avec différents services français, les douanes, la gendarmerie et le fisc. Mathieu Delahousse a suivi l'affaire depuis le début. Ce qui est très étonnant, c'est au fur et à mesure des mois qui suivent, il y a une espèce de frénésie autour même du nom de Falciani qui s'empare de strates qui font partie des services fiscaux ici à Paris, qui font partie des sphères judiciaires à Paris où ça commence à intéresser. Les données qui concernent la France sont confrontées aux fichiers du fisc. On découpe, on recoupe, on croise les infos.
Résultat, HSBC Private Bank Genève abrite 6313 comptes français de particuliers ou d'entreprises. Sur tous ceux qui ont fait l'objet d'une enquête du fisc, seulement 6 étaient déclarés. 6 comptes légaux seulement. Moralité, presque à chaque fois qu'un Français ouvre un compte HSBC Private Bank à Genève, c'est pour échapper à l'impôt. C'est QFD. Alors avec tout ça, évidemment, on a posé la question à 1000 francs suisses. Quel nom on peut trouver sur la liste qui a été extraite des données transmises à la justice et au fisc? Ce ne sont pas les noms qui sont intéressants, ce sont les mécanismes. Et que ce soit les personnalités, que ce soit des politiques ou je sais quoi, c'est pas là qu'il faut chercher. Vous pouvez toujours insister, Hervé Falciani ne lâchera jamais aucun nom. Il n'en veut pas aux clients, mais à la banque. À l'été 2009, la liste Falciani est en train de se constituer à Bercy, quartier général du ministre du Budget Éric Woerth, qui décide de lancer une énorme campagne de redressement fiscal. Le ministre défie les banques suisses. Faisant montre d'une imagination hors du commun, il lance l'opération Chocolat. Ne rigolez pas, c'est le vrai nom de l'opération. Nous parlerons du bras de fer engagé entre Bercy et les évadés fiscaux. Le ministre du Budget affirme détenir une liste nominative de 3000 Français possédant un compte en Suisse. 3000 noms d'évadés fiscaux français auraient été extraits des données fournies par Falciani. Moi, j'invite tous les Français à régulariser leur situation. Le ministre propose un deal aux évadés. S'ils se déclarent spontanément au fisc avant la fin de l'année, ils paieront les pénalités mais échapperont aux poursuites judiciaires. C'est la belle histoire qu'on nous a racontée à Noël 2009. Mais devant sa télé, le procureur Éric de Montgolfier, sans lequel rien n'aurait été possible et qui connaît bien le dossier, s'étonne de ce chiffre brandi par Éric Woerth. 3000 noms d'évadés fiscaux, pour lui, ça devrait être beaucoup plus. Moi, je ne sais pas sur quoi ils ont travaillé, en réalité. La difficulté, elle est là. Sur quoi ont travaillé les services fiscaux? Ont-ils travaillé sur les données que je leur ai transmises dans le cadre du livre des procédures fiscales, comme j'y étais obligé? Je n'en sais rien. J'ai eu des rapports avec Bercy, mais je n'ai pas la clé de tout. Voilà. Pourquoi 3000? À partir de quoi? Était-ce que des noms tirés d'HSBC? Je n'en sais rien. En fait, nous non plus. Alors nous sommes allés demander des explications à Éric Woerth, l'ancien ministre du Budget, grand chef de l'opération Chocolat. Éric de Montgolfier, lui, il dit qu'il a été extrêmement étonné de votre chiffre de 3000 noms parce qu'en regardant, lui, le fichier qu'il a eu entre les mains en même temps que votre administration, il a compté 8000 contribuables français, 8231 C'est les 9000 dont je parlais, oui. 8231. C'est 9000 lignes, pas contribuables. Oui, mais lui... Non, mais il se trompe. Ah, il se trompe complètement. Oui, bien sûr. Mais c'est pas un imbécile, Éric de Montgolfier. Non, mais je n'en sais rien. Enfin, moi, je veux bien qu'on regarde M. de Montgolfier contre l'administration fiscale. C'est l'administration fiscale française dont il s'agit. Ouais. Donc la direction des vérifications et des enquêtes fiscales, elle a exploité cette liste pour la traduire en noms opérationnels, c'est-à-dire des lignes devenant des noms avec plusieurs comptes, et des noms avec des comptes à zéro, et des noms avec des comptes utiles pour être contrôlés. Donc ça donnait 3000. Mais interrogez le ministère du Budget. On ne peut pas jeter de suspicion là-dessus, c'est trop grave. Ben justement, on a vérifié tout ça auprès du ministère du Budget. Et il y a un léger problème. Le fisc a identifié 3467 clients français de ce qu'il appelle des comptes dormants, c'est-à-dire à zéro, nada. Un compte à zéro, on se dit ce n'est pas suspect, puisqu'il n'y a pas d'argent dessus, ou si peu. Erreur. En fait, ça éveille immédiatement les soupçons des contrôleurs. Car pourquoi garder un compte ouvert si on ne met rien dessus? L'astuce est là. Un compte dormant sert à faire transiter des billets, l'air de rien, d'un compte à l'autre. Ce sont donc les mouvements qu'il faut examiner de près. Noël Ponce connaît bien la combine. Ce super inspecteur était l'un des piliers du service central de prévention de la corruption. En matière de fraude, d'abord, de blanchiment aussi, les comptes dormants sont des supports exceptionnels de détournement. Pourquoi? Ils peuvent être aussi prêtés à d'autres personnes pour faire passer des fonds. Vous, quand vous travailliez aux impôts, ça vous interpellait, les comptes dormants? C'était la première analyse qu'on faisait.
On faisait la première analyse, c'est les comptes bancaires qui n'étaient pas fermés dans les entreprises et les comptes dormants des divers fournisseurs. Puisqu'on pouvait faire passer des montants frauduleux sur ces éléments-là. Justement parce qu'ils sont plaisants et qui n'étonnent pas s'il y a un flux qui va transiter par lui. Alors pourquoi les 3467 titulaires de comptes dormants chez HSBC en Suisse n'ont-ils pas reçu de visite du fisc français? Parmi eux, un nom nous interpelle particulièrement. C'est Patrice Demestre. Mais oui, vous le connaissez. C'est l'ancien gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. Or, l'ex-ministre du Budget est soupçonné d'avoir influé sur l'attribution de la Légion d'honneur de Patrice Demestre en échange d'un job pour son épouse, Florence Woerth. Les deux hommes ont été mis en examen pour trafic d'influence à ce propos. Il y a le nom de Patrice Demestre, en tout cas, ça c'est sûr. Il est effectivement dans cette liste. Il se trouve que Patrice Demestre, c'était le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt et qu'il a embauché votre épouse. Vous comprenez le sens de ma question? C'est qu'à un moment... Non, je ne comprends pas le sens de votre épouse. Mais la réponse est non. Mais la réponse est non. De voir le nom d'un gestionnaire de fortune qui a embauché votre épouse dans cette liste. La réponse est non. Des noms de supposés titulaires de comptes HSBC ont fuité dans la presse. Patrons, avocats, financiers. Et d'autres personnalités proches des cercles de pouvoir ont retenu notre attention. Patrice Demestre, donc, Gilles Caélin, l'ex-grand flic DRG, enfin l'ancien préfet Jean-Charles Marchiani. De notre côté, nous n'avons pas pu vérifier la présence de leur nom sur la liste. Contactés, ils ont tous démenti. En revanche, le procureur Éric de Montgolfier confirme avoir vu les noms de Patrice Demestre et du préfet Jean-Charles Marchiani. Marchiani, proche de Charles Pasqua, lui-même proche du président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. C'est le procureur Éric de Montgolfier qui entend circuler ce nom lors d'une réunion au ministère de la Justice. On me dit qu'il aurait dû y avoir Marchiani. On m'a répondu oui, c'est une erreur. Pourquoi cette erreur? L'erreur aurait porté sur M. Dupont, mais elle portait sur le préfet Marchiani. Simple oubli ou symptôme d'une possible censure. À l'époque, le ministère de la Justice est dirigé par Michel Alliot-Marie. Ses services ont les listes Falciani entre les mains. Vous êtes vraiment un éminent responsable politique, ou plutôt une éminente d'ailleurs. Vous étiez garde des Sceaux à l'époque. Quelqu'un de vos services dit très clairement à Éric de Montgolfier « Ah mais je comprends pas, il n'y a plus Marchiani sur la liste ». Enfin, c'est stupéfiant, non? C'est stupéfiant, mais faute de savoir ce qu'il en est, je ne peux pas vous dire, j'en sais pas plus que vous. Alors, c'est même vous qui me l'apprenez d'ailleurs. Je vous l'apprends. Ben, bien sûr. Je vous l'apprends. Ben oui. Alors effectivement, c'est quelque chose d'étonnant. Moi, je me souviens plus très bien. C'est le mot qui convient ou c'est plus grave que ça? Chacun utilise son propre vocabulaire. Non, mais c'est vraiment si vous le pour ça que je vous demande de préciser votre... Et étonnant a dans ma bouche une certaine signification. C'est-à-dire je dis étonnant. Point. 4 ans après l'opération Chocolat, quel bilan peut-on tirer? Sur les 2846 comptes pointés par le fisc, ce dernier n'en a redressé qu'un tiers. Pourquoi? Quand seront-ils traités? D'autres questions se posent encore sur les soupçons de bidouillage de la liste originale. Ainsi, lorsque la France finit par rendre une copie des fichiers Falciani à la Suisse, la police helvétique note dans son rapport que les données rendues par la France ont été modifiées. Elle relève, je cite, « des manipulations volontaires dont le mobile nous échappe ». Le ministère qui a transmis la copie aux Suisses est celui de Michel Alliot-Marie. Je vais vous donner un document de la police judiciaire suisse. Peut-être l'avez-vous eu déjà entre vos mains, d'ailleurs, je ne sais pas. Je n'ai jamais rien eu concernant cette affaire entre mes mains. On va vous le donner. Je vous lis ce document de la police judiciaire suisse. C'est sérieux, a priori, la police judiciaire suisse, on ne peut pas les remettre en cause. Autant que la police judiciaire française. Absolument, madame, vous avez bien raison. Et je lis ce document. La police judiciaire suisse, elle accuse la France, je cite, de manipulation volontaire des données dont le mobile nous échappe. Regardez, c'est écrit là. Ici exactement. Oui. On l'a surligné. Et alors, que me demandez-vous? Mais ça veut donc dire, d'après la police... Voilà, c'est juste ici, dans le document, c'est là. Et donc, si vous voulez, moi, je vous pose la question, parce que là, on se dit, Éric de Montgolfier dit que, manifestement, ce document a été altéré ou manipulé. La police judiciaire le dit, suisse, le dit aussi. Donc, voilà...
manipulation volontaire, le terme, il est très fort. Ça ne peut pas être une erreur, ça ne peut pas être un accident si on en croit les propos de la police judiciaire suisse. À ce moment-là, je pense que la police judiciaire française doit être saisie et voir qui a pu procéder à des manipulations, s'il y a eu manipulation. Tergiversation judiciaire, compte dormant non exploité, 2 tiers de fraudeurs toujours pas redressés et un grand mystère sur l'identité des clients de la liste. Avec le temps, l'impact de l'opération Chocolat a bien fondu. Silence radio entre Hervé Falciani et les services de Bercy. L'informaticien se sent lâché par l'État, seul avec ses secrets, sans protection policière. Un homme va tenter de remettre les cuisiniers du fisc au travail. Arnaud Montebourg, alors député de l'opposition, rencontre Hervé Falciani chez son avocat niçois le 2 mars 2010. Comment vous réagissez? Est-ce que vous voulez tout de suite le rencontrer? Comment vous vous comportez par rapport à cette information? À vrai dire, la défense de M. Falciani craignait l'enterrement de première classe et a demandé le secours de l'opposition parlementaire. Et M. Falciani a demandé le secours d'une sorte de personnalité extérieure à la procédure pour, en quelque sorte, obliger la justice de M. Sarkozy, aux ordres de M. Sarkozy, de faire ce qu'à l'évidence, elle ne voulait pas faire, c'est-à-dire enquêter. Et ce qu'elle n'a pas fait. Arnaud Montebourg recueille le témoignage de Falciani, consigné sur procès-verbal. 25 pages, déjà très accusatrices contre HSBC. Il écrit aussi une belle lettre à un homme qu'il connaît bien, à qui il demande de recevoir l'informaticien. Vous aussi, vous le connaissez bien. Mais oui, c'est Jérôme Cahuzac, alors président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Le président de la Commission des finances dispose d'un pouvoir d'enquête, sur pièce et sur place, dans les services publics. Donc il a une certaine influence. Et je lui ai donc... Vous vous dites, il peut faire avancer le dossier. Je lui ai dit, l'affaire HSBC est si grave qu'il faut absolument faire ouvrir une enquête administrative de l'autorité qui contrôle les banques, et notamment HSBC France, en France. Quelle est sa réponse? Et je n'ai pas eu de suite. D'accord. Pas de suite, ça veut dire que pas de réponse positive, on est clair. Pas de réponse tout court. D'autant qu'Arnaud Montebourg ignore alors que le frère de Jérôme Cahuzac, Antoine, dirigeait justement HSBC Private Bank France. C'est incroyable, non? Comme le monde est petit. Est-ce que vous saviez, justement, à l'époque, que le frère de Jérôme Cahuzac, Antoine Cahuzac, faisait partie des cadres de la HSBC à Paris? C'est étonnant, quand même. Le frère de Jérôme Cahuzac, qui dirige quelques mois plus tard la HSBC Paris, c'est troublant, non? Écoutez, à l'époque, je l'ignorais, parce que je ne connais pas le CV des frères et des sœurs de mes collègues et camarades, mais rétrospectivement, vu l'implication de Jérôme Cahuzac dans les affaires de fraude fiscale, je pense que c'est peut-être finalement lui-même qui se sentait gêné, indépendamment de son frère. C'était d'abord lui-même, certainement, qui ne souhaitait pas alimenter ces investigations. Auquel cas, vous devriez lui demander pourquoi. Mais on essaie, désespérément. Voilà. On lui a demandé en ce qui me concerne, il ne vous l'a jamais dit droit dans les yeux, comme on dit, ou plutôt comme il l'a dit à l'Assemblée nationale. Non, il a toujours esquivé ces questions. Mais je ne pouvais pas faire boire un âne qui n'avait pas soif. Hervé Falciani a fini par se lasser. Il considère aujourd'hui que l'État français aurait pu faire beaucoup mieux. Il en veut notamment à Éric Woerth, l'ancien ministre du Budget. Il y aura le ministre du Budget de l'époque qui va se donner tous les lauriers. Qui se les prennent. Mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup aujourd'hui. On a encore beaucoup à faire. Ce qui reste, c'est justement l'immensité de ce qu'il y a à faire et qui n'a pas été fait. Depuis l'opération Chocolat, la liste Falciani a fait son petit effet dans pas mal de pays. Allemagne, Italie, États-Unis, entre autres. Des noms de personnalités ont surgi ici et là. Des enquêtes sont en cours. En Grèce, les données ont carrément provoqué une déflagration. Plus de 2000 noms de riches grecs sont publiés dans la presse. Et l'on y trouve une cousine de l'ex-ministre des Finances, Georges Papakonstantinou. Mais aussi la maman de l'ancien Premier ministre, Georges Papandréou.
Hervé Falciani a quitté la France le 1er juillet 2012. Il estime que son pays n'a pas su profiter de son expertise pour défendre une réforme profonde du système bancaire international. Il a posé ses valises et ses disques durs à Madrid, en Espagne, où il pense avoir enfin trouvé une justice qui l'écoute. Ici, le parquet anticorruption a tous les moyens de l'État, tout. Il peut mobiliser, alors que ce soit, par exemple, au niveau du fisc, que ce soit au niveau de la police nationale. Il peut mobiliser tout ce qu'il juge nécessaire, ou des services de renseignement. Les magistrats espagnols l'affirment, le témoignage de l'informaticien est fondamental. Dolores Delgado s'exprime pour la première fois à la télé sur le sujet. Quand quelqu'un comme Falciani obtient des informations qui peuvent démontrer les délits commis par une institution financière, notre rôle, c'est bien de lui tendre la main pour qu'il nous raconte tout ce qu'il sait, qu'il nous aide à lutter contre ces délits. Nous ne sommes pas là pour le poursuivre. Depuis 2010, le fisc espagnol exploite scrupuleusement les données HSBC. Potentiellement, l'Espagne pourrait récupérer 6 milliards d'euros. Les redressements sont en cours. Déjà plus de 650 personnes poursuivies. Le cas le plus retentissant est celui d'Emilio Botín, patron de la banque Santander. 200 millions d'euros pour des comptes personnels ou familiaux non déclarés. Depuis 6 mois, Falciani collabore avec le parquet anticorruption. La justice suisse réclame son extradition. Cette demande est jugée en avril dernier à Madrid, au tribunal de l'Audience nationale, plus haute juridiction espagnole. William Bourdon, l'un des avocats d'Hervé Falciani, chauffe la salle d'audience, même à l'extérieur. Ce citoyen est aujourd'hui à l'avant-garde de ce qu'il faudrait faire. Il devrait être décoré de l'ordre de la citoyenneté européenne. Les juges se laisseront-ils convaincre par cette version ou par celle de la justice suisse qui conclut dans son rapport que Falciani aurait cherché à vendre les données bancaires d'HSBC? Elle évoque un voyage au Liban en février 2008. Il se serait présenté à la banque suisse Audi dans le but, je cite, de négocier la vente d'une banque de données de clients bancaires. Est-ce que vous avez tenté, oui ou non, de vendre ces informations? Non, en aucun cas et jamais. Jamais je n'ai tenté vendre ou négocier quoi que ce soit relativement à ces données. Et jamais je le ferai. Sous les caméras de surveillance et celles des télés du monde entier, Hervé Falciani apparaît publiquement pour la première fois depuis 3 ans. Pour des raisons de sécurité, il porte une perruque, des lunettes et une barbe. Je tiens à réitérer ma disposition Quiero reiterar mi disposición à collaborer intégralement, para colaborar íntegramente, à hauteur de toute mon expérience, con toda mi experiencia, avec non seulement, évidemment, les autorités judiciaires no de différents solamente con las autoridades judiciales européennes, europeas, mais aussi les premières concernées, que sont les autorités judiciaires suisses, y sobre todo las primeras las primeras interesadas, que son las autoridades suizas, luxembourgeoises luxemburguesas ou autres, u otras, encore plus opaques. Todavía más opacas. 3 semaines plus tard, les juges tranchent. Falciani ne sera pas extradé vers la Suisse. Leur conclusion balaye les soupçons de la justice suisse, selon lesquels il aurait tenté de monnayer les données. La Suisse n'apporte pas de preuves concrètes et précises de la tentative de vendre ces données et d'obtenir de l'argent. Pendant ces 6 mois d'enquête, les autorités suisses n'ont pas voulu répondre à nos petites questions. Bien entendu, nous avons sollicité à plusieurs reprises la banque HSBC pour obtenir une interview, en vain. On s'est senti un peu rejeté. On s'est dit que les actionnaires nous feraient peut-être une petite place lors de l'Assemblée générale annuelle à Londres. La presse est autorisée, mais pas les caméras. Par précaution, on a quand même pris une caméra cachée. Pour le reste, HSBC s'occupe de tout. La conférence filmée est diffusée en direct sur le site de la banque. Devant des centaines de personnes,
le président exécutif propose à l'assistance de répondre à toutes ces questions. Ça tombe bien, nous en avons quelques-unes. La jeune femme là-bas sur ma gauche. Merci, bonjour à tous. Je suis journaliste et je travaille pour France 2. Monsieur le Président, en fait, j'ai cette liste, la fameuse liste HSBC révélée par Hervé Falciani. Est-ce que vous pouvez confirmer que... Excusez-moi, vous êtes actionnaire, madame? Non, je suis journaliste. Est-ce que vous pouvez confirmer que les 121 414 comptes de la HSBC Private Bank de Genève sont des comptes déclarés et pas des comptes illégaux offshore? Est-ce que vous pouvez le confirmer? C'est pour la chaîne publique France 2. Merci, monsieur. Vous êtes dans une assemblée des actionnaires. Je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Donc vous ne savez pas si les comptes de clients à la HSBC Genève sont bien déclarés? C'est une réunion des actionnaires, je vous l'ai dit. Mais je suis désolée, monsieur, nous avons plusieurs fois demandé des interviews au service de presse, mais cela a été refusé à chaque fois. Donc je suis obligée de vous poser cette question ici. Et j'ai avec moi la fameuse liste HSBC. Puis-je vous suggérer que vous parliez avec mon service de presse plus tard? C'est une question très précise et je ne vais pas y répondre maintenant. Une autre question, s'il vous plaît? La dame là-bas, s'il vous plaît, oui. Je ne répondrai pas à votre question, désolé. Malgré notre popularité naissante auprès des actionnaires de la banque, nous repartons bredouille. Pas de réponse sur ces dizaines de milliers de comptes que l'ex-informaticien a révélés au monde entier. Et à Bercy, quoi de neuf? Le nouveau ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, promet de reprendre le dossier HSBC en main. En fait, le gouvernement n'a qu'un geste à faire. Solliciter officiellement l'aide de l'informaticien en lui apportant une protection rapprochée, comme en Espagne. Hervé Falciani est maintenant libre de ses mouvements. Il est désireux de rentrer en France, il nous l'a confié. Comment va-t-il être accueilli et surtout comment va-t-il être protégé? Il sera protégé. J'ai eu des échanges épistolaires avec son avocat qui a demandé à ce qu'il puisse l'être de manière à ce qu'il puisse donner l'ensemble des informations dont il dispose sans risque pour lui. Et nous avons pris des dispositions pour qu'il soit protégé parce que notre intérêt est de pouvoir recueillir l'ensemble des informations dont il dispose. Ça veut dire une protection policière? Ça veut dire qu'il sera témoin protégé? Ça veut dire que toutes les dispositions seront prises pour qu'à aucun moment il ne puisse être attenté à sa vie, à son intégrité physique. Si des menaces ont été proférées à son encontre, il doit être protégé, c'est le cas, donc il doit être protégé. Nous avons pris des mesures pour cela. Aujourd'hui, beaucoup de questions demeurent encore sans réponse. Au final, sur 6313 contribuables, seuls 86 font l'objet d'une plainte de Bercy pour fraude fiscale. Mais surtout, le 23 avril dernier, une information judiciaire a été ouverte contre X par le parquet de Paris pour démarchage bancaire illicite et blanchiment en bande organisée de fraude fiscale. Le parquet confirme que ce sont bien les pratiques d'HSBC Genève en relation avec sa filiale française qui sont visées. Hervé Falciani, lui, n'attend plus que le feu vert de la France pour offrir son aide à son pays. La fraude et l'évasion fiscale, entre 60 et 80 milliards d'euros qui échappent chaque année au fisc. Avec les fichiers HSBC, Bercy va peut-être récupérer quelques miettes. Mais le plus gros du gâteau, c'est du côté des entreprises qu'il se trouve. Gagner un maximum d'argent, en déclarer un minimum. Payer le moins d'impôts possible et éviter les redressements. Comme devant un magicien, vous vous dites, il y a un truc. Mais vous ne savez pas quoi. Nous, on va vous les montrer, les trucs. Vous avez envie d'un conte de fées? Vous voulez qu'on vous joue de la flûte? Vous voulez changer de voiture? La dernière console de jeu? Ou agrandir votre collection de Playmobil? Amazon, c'est tout ça. Vous attendez bien tranquille chez vous. Eux, ils font le reste. En plus, la livraison est gratuite. On se demande comment on faisait quand il fallait sortir de chez soi, avant. Avant que la start-up américaine ne devienne en 20 ans le plus grand marché du monde.
46 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une bien belle réussite. Amazon, ce sont surtout des magiciens quand il s'agit de faire fondre les impôts. Normalement, plus on gagne d'argent, plus on paye d'impôts. Eh bien Amazon, leur taux d'imposition mondial, toutes taxes confondues, c'est 6% en moyenne depuis 5 ans. Comment font-ils? Ben à la prochaine livraison, mettez vos lunettes et jetez un œil à votre facture. Ouais là, tout en bas, en tout petit, il y a écrit Luxembourg. Mais pourtant, votre commande, vous l'avez faite en France. Et Amazon, vous pensiez que c'était américain. Vous êtes paumé? Ne vous inquiétez pas, on a trouvé un guide. Vous allez tout comprendre. Ça veut dire qu'effectivement, vous faites du commerce avec une société luxembourgeoise sans le savoir, à moins que vous regardiez tout en bas sur la facture. Donc en fait, le chiffre d'affaires qui est fait par la vente des livres, des CD que vous pouvez acheter, ne transite jamais en France. Il va directement au Luxembourg et il va directement alimenter des comptes luxembourgeois. Ben oui, Amazon.fr, c'est une des nombreuses filiales que le groupe a créées en Europe. Là où se font les achats des consommateurs. Pour le paiement, tout remonte au Luxembourg. Donc la filiale française, la filiale anglaise, la filiale allemande, la filiale italienne ne font pas de vente et ne voient jamais passer l'argent des ventes. Donc la société luxembourgeoise va dire à la société française « assure-moi la logistique, assure-moi les services et je te paie pour ça ». Et elle va lui laisser une petite marge qui fait qu'au final, elle va déclarer un tout petit peu d'impôt en France. 3 francs 6 sous. Voilà ce qu'Amazon laisse à notre pays. Parce que pour Amazon, la France, c'est uniquement de grands entrepôts remplis de cartons et de petites mains. Les vraies décisions, celles qui pèsent lourd, elles seraient prises ailleurs. On aurait bien aimé qu'Amazon nous l'explique. Mais eux sont aux abonnés absents. Alors on a suivi la trace de l'argent, au Luxembourg. Au siège d'Amazon Europe Technology Holding, la tête de l'organisation en Europe. La société propriétaire de toutes les autres sociétés Amazon. Ici passe une bonne partie des bénéfices du groupe sur le continent. Pour abriter leur trésor, on s'attendait à ce que le siège soit en conséquence. Mais en fait, pas du tout. Ici, cherchez pas Amazon, c'est écrit nulle part. Bonjour. Monsieur. C'est vous, monsieur? Oui, c'est moi. Bonjour, Edouard Perrin de France 2. Paris. On est à la recherche de Amazon Europe Holding Technologies. Honnêtement, je ne peux pas vous donner son adresse de mémoire. Hein. C'est chez vous? C'est possible. C'est sûr? Oui. Donc c'est ici? Ça correspond. D'accord. Et est-ce qu'il y a moyen de voir des gens de cette société ici? S'il y en a? Je ne suis pas sûr qu'ils soient là aujourd'hui. D'accord. D'accord. Écoutez, je vais voir s'il y a quelqu'un ici. Hein. Ce serait intéressant, ouais. Amazon Europe Holding. Bon, je vais voir, je vous contacte dans 10 minutes maximum. Ça marche, merci beaucoup. En attendant, le Luxembourg vous offre cette page de réclame. C'est la dernière campagne de pub du Grand-Duché à l'attention des élites fortunées du monde entier. Chez les Luxembourgeois, on leur servira des services sur mesure qui les laisseront baba. Amazon aussi restera muet ce jour-là. Personne d'Amazon ne se trouve ici pour lui. Ah, personne d'Amazon ne se trouve ici, d'accord. Ok. Bon, bad luck. Merci beaucoup. Ouais. Des fois, ils viennent ou... Je sais bien, des fois. Des fois, pour les assemblées générales. Dans le retrait. Oui, ok, merci beaucoup. Oui, venir, c'est en option. Apparemment, diriger, organiser et gérer les différentes sociétés d'Amazon, ça peut se faire par téléconférence. Et puis, ça dure pas très longtemps. Des réunions minutes. Littéralement. Pour un groupe qui fait 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe, c'est l'efficacité luxembourgeoise. Ce qui importe au final, c'est que les décisions soient prises ici et que ce soit tamponné. Le sceau de la légalité, pour payer moins d'impôts. Et ça marche. Dans le bâtiment, on n'a vu personne de chez Amazon. En revanche, de l'argent, il en arrive vraiment beaucoup. En 2009, par exemple, plus d'1,5 milliard d'euros.
Les choses étant bien faites, les revenus de la holding ne sont pas taxés au Luxembourg. Des magiciens, on vous dit. Mais la ficelle était un peu grosse. Et avec la crise, ces montages alambiqués pour payer moins d'impôts, ça a fini par se voir. Et comme d'habitude, ce sont les Anglais qui ont tiré les premiers. En novembre dernier, Amazon est convoqué au Parlement devant une commission d'enquête. L'heure des explications avait sonné. Les images ont été tournées par les services parlementaires britanniques. Vous êtes assis un peu loin de moi. Toutes mes excuses, mais c'est à cause de la disposition de cette salle. Et je vous remercie tous d'être venus témoigner et nous apporter des preuves cet après-midi. L'ambiance est courtoise, mais faut pacifier. Les députés sont là pour en découdre. Leur cible, Andrew Cecil, directeur des affaires publiques d'Amazon. Les premières salves vont porter sur les impôts payés par le groupe au Luxembourg. Quel est votre taux d'imposition réel au Luxembourg? Désolé, j'ai mal entendu. Quel est votre taux d'imposition réel au Luxembourg? Au niveau mondial, notre taux d'imposition... Non, au Luxembourg. Alors là, il faudrait que je le calcule. Toutes mes excuses. En 2011, nos bénéfices après impôt, c'est 20 millions, sur un chiffre d'affaires de 9,1 milliards. Et on paie... Excusez-moi, donc, au Luxembourg, votre bénéfice était de 20 millions? Dans les faits, question impôts, vous vous en sortez indemne au Luxembourg. C'est pour cela que vous êtes là-bas, non? C'est la seule raison de votre présence là-bas. Ces chiffres que vous citez, je ne sais pas trop d'où ça sort. Je ne peux pas faire de commentaires. Le problème, c'est qu'Andrew Cecil n'est venu qu'avec une seule réponse pour toutes les questions des députés. Et ça ne va pas suffire. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont vous diminuez vos bénéfices au Luxembourg. Parce que c'est l'impression que cela donne. Qui est le propriétaire de la société luxembourgeoise? Au Luxembourg, c'est une holding qui est une filiale d'une société du groupe. Domiciliée où? Cette holding est aussi domiciliée au Luxembourg. Aussi au Luxembourg. D'accord. Cela me paraît être légèrement artificiel tout cela, non? Je ne suis pas très au courant des détails sur cette holding, mais je reviendrai vers vous avec cette information avec plaisir. Attendez, excusez-moi, mais c'est encore une fois une réponse inacceptable. Vous nous dites ne pas connaître la structure de votre entreprise? Vraiment? Je travaille pour la société européenne. Mais je serais très heureux de revenir devant vous. Vous êtes le directeur des affaires publiques. C'est proprement incroyable de prétendre ne pas connaître le propriétaire de la holding. C'est juste pas crédible. Je serais très heureux de revenir devant vous. Oui, mais nous ne sommes pas contents du tout. Vous savez qui est le propriétaire? Je serais ravi de revenir. Qui est le propriétaire? Non, je ne... Le savez-vous? Non, je ne sais pas. Mais c'est là où va l'argent. Et derrière vous, vous êtes bien venu avec des conseillers? Non. Il y a quelqu'un qui sait. Ça ne devrait pas être trop compliqué de téléphoner au siège et de savoir qui est le propriétaire, n'est-ce pas, monsieur Cecil? Je serais ravi de vous fournir cette information. Donc on l'aura avant la fin de la journée. Cela nous sera utile. Au bout de 20 minutes, Margaret Hodge, la présidente, sort de ses gonds. La totalité de votre activité économique est ici, en Grande-Bretagne. Et pourtant, ici, vous ne payez aucun impôt. Et ça nous agace, ça nous énerve vraiment. Le simple fait de venir devant nous, de ne pas nous répondre et de feindre l'ignorance, cela, ça ne va pas, c'est horrible. Je serais très heureux de fournir à la Commission toutes les réponses nécessaires. Non, je n'arrive pas à croire que vous soyez venus sans ces informations. Ou alors c'est délibéré. Dans ce cas, nous ordonnerons à quelqu'un de venir nous répondre en public. Bon, il a l'air un peu sonné, monsieur Cecil. Mais en fait, il a tenu le coup et n'a rien lâché. Ses patrons ont dû être contents. Ils ont fini par envoyer un communiqué écrit le lendemain. Pour lâcher du lest, la firme donne le nom des sociétés américaines qui possèdent la holding luxembourgeoise. Elles sont domiciliées dans le Delaware, le paradis fiscal des Américains, leur Luxembourg à eux. Très opaque. Amazon a demandé à ce que ces informations restent confidentielles. Les parlementaires britanniques ulcérés s'empresseront de publier le document.
Une bien mauvaise publicité. 6 mois plus tôt en France, Amazon avait bénéficié d'un tout autre accueil. L'économie, maintenant, les bonnes nouvelles ne sont pas si courantes et c'en est une. Amazon a officialisé ce matin l'implantation de sa 3e plateforme logistique en France. Il faut dire que ces temps-ci, dans les journaux, on déplore généralement des plans sociaux. Alors quand une entreprise annonce des créations d'emplois, les ministres se précipitent. Surtout quand ils sont du coin. Avant d'être ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg était élu de Saône-et-Loire, là où les emplois vont être créés. Ce sont des emplois de service et comme vous le savez, dans la période actuelle, nous sommes en état d'urgence et de mobilisation nationale sur la question des pertes d'emplois. Un emploi gagné est un emploi qui a beaucoup de valeur pour le gouvernement. Monsieur Montebourg. Bonne chance pour cette installation. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. À très bientôt, je reviendrai pour l'inauguration peut-être. Un ministre qui accueille le patron d'Amazon à bras ouverts. Pourtant, au même moment, le groupe américain a de gros soucis avec le percepteur. Le fisc français lui réclame pas loin de 200 millions d'euros de redressement. D'un côté, les impôts, de l'autre, les emplois. Et les subventions qui vont avec. Oui, vous avez bien entendu, des subventions. Rien que pour installer son site ici, en Bourgogne, Amazon s'est vu promettre plus d'1 million d'euros de subventions locales, sans compter les aides de l'État. De quoi faire tousser les petits patrons du coin, comme Wilfried Séjot à Nevers. Il dirige 2 librairies ici. Il a bien touché quelques subventions lui aussi. C'est une bonne lectrice? Oui. Bon niveau? Elle est traductrice. D'accord. Mais Wilfried n'a pas de holding au Luxembourg. D'où son amertume. Il y a une vraie fracture finalement de petits entrepreneurs, de commerçants, d'artisans qui payent tout à plein pot, qui effectivement n'ont pas possibilité de développer des stratégies d'optimisation fiscale, comme on dit, et qui pourtant contribuent à la fois au lien social, à l'emploi. Effectivement, moi, je suis bien placé pour comprendre leur amertume et leur colère face à de telles disparités, quoi. Ouais. Wilfried Séjot est d'autant mieux placé pour le dire que la subvention à Amazon, il l'a vu passer, sous son nez, au Conseil régional de Bourgogne, où il est élu. Aurélie Filippetti disait, je cite, « Il faut défendre les libraires indépendants qui sont de vrais poumons pour les villes. Nous avons un réseau formidable en France que le site de vente en ligne Amazon risque de tuer. » En novembre dernier, il a voté contre la subvention. Pour lui, accorder une aide aux champions luxembourgeois de l'optimisation fiscale, ça ne collait pas. D'autant que dans le document qui attribue les fonds, figure une clause suspensive. Pour les recevoir, l'entreprise doit respecter les règles fiscales. C'est écrit noir sur blanc. Mais pour une grande majorité des élus bourguignons, l'emploi est passé avant l'impôt. Ça permet aux collectivités de dire « Regardez, c'est grâce à nous que ces emplois sont créés ». Donc je pense que ça, c'est un moteur extrêmement puissant pour que les élus puissent dire « Ben voilà, grâce à nous, le site s'est implanté », alors que de toute façon, ils se seront implantés. Ben oui, ils en avaient besoin de leur entrepôt chez Amazon. Le groupe en avait déjà un près d'Orléans, un autre à Montélimar. Il leur fallait un site pour couvrir tout l'est de la France. Alors ils ont choisi la Bourgogne, un carrefour stratégique. Et tant mieux si en face, ils trouvent des élus pour les aider. C'est le cas avec François Patria, qui préside le Conseil régional de Bourgogne. Est-ce qu'ils avaient besoin de cette aide quand on voit le litige qu'ils ont avec le fisc français? Je crois qu'Amazon fait comme tous les industriels aujourd'hui, comme tous les multinationales. Ils vont là où leur intérêt est le plus grand et là où ils peuvent avoir le maximum de soutien. J'ai pas dit qu'ils en avaient besoin. J'ai dit qu'ils pouvaient les demander et qu'ils faisaient jouer. Ils font de la surenchère territoriale. C'est évident. C'est évident. Mais qui peut leur reprocher aujourd'hui? Dans la mesure où en face, il y a des gens qui acceptent cette surenchère, dont nous. L'aveu a le mérite de la spontanéité. Pour les gens d'Amazon, c'est du velours. Avec une telle compétition entre élus, ils auront toujours une longueur d'avance.
Ce petit jeu, pourtant, certains s'en désolent. À l'image du sénateur René Beaumont. Cet argent-là, on en a besoin, conseil général, on en a besoin, conseil régional pour faire des routes, pour faire construire des écoles, pour aider les collectivités. Actuellement, l'argent public est très rare chez nous en France, parce qu'on a beaucoup de sous. Alors, ne les gaspillons pas avec Amazon. Ce qu'on leur a donné, j'ai fait un petit calcul, c'est 0,5% de ce qu'ils nous doivent. On aurait pu retirer ça de leur dette, et puis ça aurait été plus simple à la limite, et ça aurait été plus discret. On est vraiment à côté de nos pompes complètement. La question est capitale. Faut-il continuer à donner de l'argent public aux entreprises qui ne jouent pas le jeu et escamotent leurs impôts en France? L'enjeu valait bien une petite visite à Bercy. Premier arrêt, 3e étage, ministère du redressement productif. Vous allez voir, le ton du ministre a un peu changé depuis tout à l'heure. On va parler d'une entreprise que vous connaissez bien. Il s'agit d'Amazon. C'est très intéressant parce que c'est quand même votre région. On se retrouve dans une région où on dit qu'on ne peut pas accorder de subvention à une entreprise qui n'est pas en règle fiscalement. Amazon reconnaît, noir sur blanc, devoir 198 millions d'euros au fisc français et on lui accorde des subventions. Mais madame, si Amazon... Non, il n'y a pas de poids de mesure puisque nous accordons les mêmes règles à tout le monde. Si vous créez une entreprise... C'est écrit. Madame... Condition suspensive, le versement de l'aide régionale sera conditionné à la production de tout document précisant que l'entreprise est en règle au regard des cotisations, paiements correspondants de l'ensemble des déclarations sociales fiscales. Madame, ce que je peux vous dire, c'est que cet argent, s'il est dû selon les règles de la procédure fiscale et si la dette est reconnue... C'est le cas, et ils le reconnaissent. Alors elle sera payée. Bon, pour en être sûr, on est monté 2 étages au-dessus, au 5e. Voir le ministre du Budget, le chef des inspecteurs des impôts. Vous, Bercy, vous pourriez mettre un veto à une subvention, par exemple, sur une entreprise qui devrait de l'argent au fisc français. Comment ça se passerait? Cela ne peut se faire que dès lors que la fraude est établie. Il faut que la fraude soit établie. Mais ça, vous savez, hein, c'est le jeu des multinationales aussi. Ça va durer des années parce qu'ils sont poursuivis. Mais on ne peut pas non plus être dans un dispositif de suspicion sans preuve. Dès lors qu'il y a suspicion, que les faits sont établis, que le contrôle est engagé, c'est-à-dire que les faits sont incontestables, ils doivent être portés à la connaissance d'eux. Effectivement, je ne serais pas choqué, et je dirais même que je trouverais hautement souhaitable que l'administration française et que la législation française établisse des règles qui empêchent le cumul de la fraude et de la subvention. Parce que sinon, le contribuable paie 2 fois. Il paie en raison de l'impôt qui n'est pas perçu et de la subvention qui est donnée. Le contribuable qui paie ses impôts paie 2 fois. La double peine en attendant mieux. Mais en est-on bien sûr? Chômeurs, chômeuses, nos ministres et nos élus sont face à un choix cornélien. Les impôts ou les emplois. L'arrivée d'Amazon en France nous fait un peu penser à toutes ces belles histoires de grosses boîtes qui débarquent un jour les bras chargés de promesses. Mr. Mittal, please. Janvier 2006. On est en pleine période de vœux. Le milliardaire industriel indien Lakshmi Mittal rachète Arcelor, poids lourd européen de l'acier en perte de vitesse. Arcelor en France, c'est 30 000 emplois à l'époque. Seule une société de taille globale peut offrir une garantie d'emploi pour les employés et des garanties pour les actionnaires. La meilleure façon de créer des emplois, c'est d'être dans l'entreprise la plus forte. Vous avez bien entendu, Monsieur Mittal crée des emplois. Et voilà toute la presse célébrant l'alchimiste qui transforme l'acier en or. Un milliardaire qui n'hésite pas à enfiler la tenue de ses ouvriers. Lakshmi Mittal, 6e fortune mondiale, veut montrer qu'il reste un passionné de l'acier. Allons-y, et vous allez voir, c'est une usine qui marche bien. Et il y a 7 ans, elle était belle, cette histoire que nos élus nous contaient le soir aux 20h. Et c'est une chance pour l'Europe que d'avoir un grand champion mondial de l'acier. C'est aussi une garantie pour les emplois dans notre pays. 7 ans plus tard,
ArcelorMittal a annoncé ce matin la fermeture définitive des hauts fourneaux de Florange. Nous avons le sentiment d'avoir été une nouvelle fois trahis. Dans ce gouvernement, il n'y a plus de pilotes dans l'avion, si toutefois il y en a eu un. Malgré le combat du charismatique Édouard Martin et des salariés de Florange, le groupe Mittal éteint les hauts fourneaux lorrains définitivement. En jeu, le travail de plus de 600 métallos. Le Premier ministre présente pourtant la nouvelle comme une quasi-victoire. Ce soir, je vous annonce qu'il n'y aura pas de plan social à Florange. En échange de la fermeture des hauts fourneaux, Mittal aurait promis de nouveaux investissements à Florange pour reconvertir le site. Je tiens simplement à rappeler à ce gouvernement que le même Mittal avait promis en 2008 un investissement de 330 millions en contrepartie de la fermeture de Gandrange sur le site de Florange. 330 millions dont nous n'avons pas vu encore la couleur du moindre euro. Nous n'avons aucune confiance en monsieur Mittal. Le syndicaliste a malheureusement raison. Mittal n'investira pas à Florange. Il promet juste d'investir 180 millions d'euros ailleurs en France. Retenez bien ce chiffre, 180 millions d'euros. Il est à comparer à un autre, 1 milliard d'euros. 1 milliard, le montant du redressement fiscal que les impôts réclameraient à Mittal. 1 milliard d'euros, l'équivalent du prix de 3 stades de France. À Bercy, personne ne confirme le chiffre. L'enquête est en cours. Pour en être sûr, on a posé la question au député Christian Eckert. En tant que rapporteur de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, il fait partie des rares personnes à avoir eu accès au dossier fiscal de Mittal. Et la procédure est en cours. Évidemment, Mittal conteste le montant, évidemment, mais... On parle de quel montant ? Ce sont des montants que le secret fiscal m'empêche de vous divulguer, mais quelques articles de presse ont cité des montants qui sont l'ordre de grandeur de ce que j'ai pu trouver dans les dossiers. Voilà, les articles font état autour du milliard, hein, c'est ça ? 1 milliard d'euros ? En tout cas, c'est beaucoup plus de 100 millions et c'est moins de 10 milliards. Et c'est pas très éloigné des chiffres que vous indiquez, mais bon, voilà, là... C'est beaucoup d'argent, hein. C'est évidemment beaucoup d'argent, c'est pour ça que la France était intraitable sur ce dossier et ne lâchera pas ce dossier. En tout cas, moi, j'y veillerai. Intraitable ? Peut-être. Mais au final, Mittal fera tout pour réduire la note. Et contrairement à vous et moi, il a les moyens de tenir tête au fisc en versant de gros chèques à des cabinets d'avocats. Jetez plutôt un œil à ce que révèle ce document que nous avons débusqué. Une déclaration d'impôt luxembourgeoise d'une des filiales d'ArcelorMittal. Regardez, ça donne envie de faire des études de droit. 294 000 livres sterling par-ci, 176 000 par-là. Tiens, un petit quart d'heure à 6 400. Mittal a versé en tout à un seul cabinet d'avocats 1 255 000 € en un an. Sans compter d'autres sommes colossales à d'autres cabinets d'audit et d'avocats. Pour cette seule filiale d'ArcelorMittal, les frais de conseil s'élèvent à plus de 1,5 million d'euros en un an. Vous voyez combien ils dépensent en avocat. C'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on est armé pour lutter contre ça ? Eh bien, oui et non. Je pense qu'on est armé, mais pas suffisamment, et notamment à l'échelon européen et mondial. C'est un combat permanent que nous devons avoir, parce que c'est un véritable virus, si vous voulez, ce nomadisme, ce piratage international. Et contre Mittal, on n'est pas prêt de trouver le remède. D'abord, le groupe fait remonter ses bénéfices réalisés en France vers le Luxembourg. Mais le Grand-Duché n'est qu'une étape. Parce qu'en matière de nomadisme fiscal, Mittal, c'est du lourd. Regardez bien. Là, tout en bas de notre document. Le groupe a fait remonter plus de 173 millions d'euros vers AMO Group Finance à Dubaï. Dubaï, un bien joli coffre-fort pour le magnat de l'acier. Ici, les impôts, c'est 0%. Pratique pour rapatrier des bénéfices de façon indolore. Et encore,
Notre document ne concerne qu'une seule filiale de Mittal, pas la plus rentable, pour la seule année 2010. On s'est dit qu'il y a une personne que notre précieux papier pouvait intéresser. Pas un comptable ou un fiscaliste. Un gars, comme vous et moi. Édouard Martin. On pensait le surprendre un peu en lui montrant ça. Mais c'est raté. Plus rien ne semble l'étonner. Comment vous réagissez à ce genre de document? C'est le système Mittal. Voilà, c'est-à-dire que cette multinationale, mais je crains que ce ne soit pas la seule, s'est organisée avec une myriade d'avocats d'affaires, des juristes, des fiscalistes. On a l'impression que vous n'êtes même pas étonné. Non, c'est pas que nous ne sommes pas étonnés. Évidemment que je suis étonné, mais je veux dire, pour nous, malheureusement, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on le sait. On l'a appris aussi, parce qu'on a aussi eu accès à certains documents. Là, ce qui nous étonne, c'est l'immobilisme du système légal, du système politique qui laisse faire. Alors, on va finir par dire, c'est quoi? Ils sont complices? Eux aussi? Est-ce qu'il y aurait des Cahuzac en puissance cachés un peu partout en Europe? C'est ça qui est terrible. Donc on se dit, C'est grave ce que vous êtes en train de dire. Non, quand vous dites ça, vous dites par exemple que le gouvernement... Je pose une question. Le Cahuzac, c'est un enfant de cœur à côté du système Mittal. Parce que là, pour faire ça, il faut effectivement que les lois soient trop fragiles. Les lois européennes, je trouve que c'est une passoire, mais il faut aussi des complicités. Et effectivement, là, vous avez parlé d'un pays qui est aujourd'hui au cœur du système. Est-ce que le Luxembourg, à un moment donné, va mettre un peu de l'ordre dans... Le Luxembourg est complice, vous dites très clairement. Le Luxembourg laisse faire. Je ne sais pas s'il est complice, mais le Luxembourg laisse faire. C'est pas possible autrement. Est-ce que c'est pour vous un cas d'optimisation fiscale ou d'évasion fiscale? Écoutez, là encore, on joue sur les mots. Vous voyez, ces gens-là, comme ils sont beaux, avec des beaux costumes, des belles cravates sur eux, ils ne veulent surtout pas paraître pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, moi, j'appelle ça un vol, eux, ils appellent ça optimisation. Donc si demain je prends une mobilette parce que j'ai besoin d'aller à la gare, je vais parler d'optimisation de transport. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Pour moi, ça s'appelle du vol. C'est quand même de l'argent et un chiffre d'affaires qui a été réalisé sur le territoire français. Et donc les impôts, ils doivent être payés sur le territoire français. Justement, pour mieux comprendre, on a demandé si on pouvait poser quelques questions à Lakshmi Mittal ou à quelqu'un du groupe. Mais personne ne souhaitait nous répondre. On a donc profité de l'Assemblée générale d'ArcelorMittal à Luxembourg pour tenter notre chance. L'événement est organisé dans un bel hôtel de la capitale, au sous-sol. Au menu, petit four et beau tableau sur papier glacé. Nous avons fait comme tout le monde, nous nous sommes inscrits officiellement. Mais on ne doit pas avoir le bon badge. Notre présence en ces lieux n'est pas bienvenue pour l'attaché de presse qui gère la communication du groupe en France. La méthode est quand même un peu infiltrante. Hein. Ah bon? Une AG, c'est infiltrant? Quand on ne s'est pas annoncé à l'avance. Je sais pas, on s'est annoncé à l'avance, on n'est pas ici en espion, on est marqué presse. 5 minutes plus tard, c'est la vice-présidente chargée de la communication qui va s'occuper de notre cas. Mais non, c'est pas elle. Ça, c'est une cliente qui sort du sauna. La vice-présidente, la voilà. Vous travaillez sur quoi? On fait une enquête sur la fiscalité, les impôts. Ah, les taxes, le mot qui fâche. Même pas le temps de finir la phrase qu'elle file le prévenir. Le roi de l'acier, là, à quelques mètres. Je pense pas que ça va être possible. Ok, d'accord. Elle a pas l'air de nous préparer le terrain. À défaut de pouvoir approcher le père, on tente notre chance avec le fils, celui qui s'occupe de la finance dans le groupe, Aditya Mittal. Bonjour, c'est vous qui vous occupez des impôts? On pourrait vous parler 2 minutes? C'est pour la télé française. Zut, lui aussi, il est exfiltré. Bon, puisqu'on fait semblant de ne pas nous voir, on va essayer de se faire entendre, en dernier recours. C'est Édouard Martin qui avait raison, les costumes sont impeccables, la communication blindée. Monsieur Mittal, est-ce qu'on peut parler impôts?
Monsieur Mittal, est-ce vrai que le fisc français vous réclame presque 1 milliard d'euros? Non, je suis désolée, on ne peut pas vous parler. Monsieur, est-ce vrai que les Français vous réclament 1 milliard d'euros? Désolée, nous sommes au milieu de notre assemblée générale. C'est à huis clos. On aura juste le droit de faire une belle image du grand patron et de son état-major, venu prêcher la bonne parole aux actionnaires. En marge de l'Assemblée, on va réussir à communiquer quelques minutes avec le porte-voix du groupe, qui va doucher nos maigres espoirs d'interview. Premièrement, ça ne pourra pas se faire aujourd'hui. Deuxièmement, cela ne se fera probablement pas du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un sujet qu'il souhaiterait aborder dans un documentaire sur une chaîne française. Je peux le comprendre, mais tous les leaders européens vont en parler à Bruxelles dans 15 jours. L'évasion fiscale, les pratiques des multinationales, c'est un enjeu énorme. ArcelorMittal respecte toutes les lois en la matière. Ouais, enfin... Si, c'est notre position officielle. Oui, mais le fisc français réclame à ArcelorMittal presque 1 milliard d'euros. C'est notre position. Et si vous pouviez arrêter de filmer... L'entrevue se terminera cordialement. Les dirigeants de l'Empire Mittal ont refusé de commenter les mouvements financiers que nous avons mis au jour grâce à nos documents. Par contre, les inspecteurs du fisc français, Mittal ne peut pas les ignorer. En jeu, on vous l'a dit, 1 milliard d'euros. Vous et moi, quand les impôts vous écrivent pour vous réclamer des sous, vous obtempérez. Mais dans les grandes boîtes, quand le fisc vient mettre son nez dans les comptes, comment ça se passe? Nous, on a trouvé un directeur financier pour vous l'expliquer. C'est un témoignage très rare et anonyme. Sachez juste que notre témoin travaille dans une grande multinationale en France. S'il souhaite s'exprimer, c'est pour dénoncer l'hypocrisie baptisée optimisation fiscale, qui cache bien souvent une évasion fiscale pure et simple. Quand le fisc déboule, pour notre directeur, une seule question se pose. À combien tu es prêt à lâcher? À combien tu es prêt à lâcher? À 50% du montant? À 0? On essaye de faire tomber un certain nombre de clauses. Mais bon, on comprend votre point de vue. On n'aurait pas dû faire ça comme ça, mais on ne savait pas. Effectivement, on repose le montant et petit à petit, on arrive à faire baisser le montant. Et c'est de la négo. C'est la seule option de sortie, c'est de négocier. Et voire même d'aller jusqu'au contentieux, si on est dans notre bon droit. Mais la plupart du temps, on n'est pas, puisque de toute façon, on fait de l'évasion fiscale. L'impact aujourd'hui qu'on voit sur l'impôt, c'est juste gigantesque. Juste gigantesque. Des contrôles, notre témoin en a connu quelques-uns. Face au fisc, voilà comment il fait. La stratégie, c'est d'arriver très documenté. Donner un maximum d'informations, pas forcément ciblées, mais de l'étouffer par l'information. Lui sortir des grands livres, des piles sur la table, pour qu'il soit noyé sous la documentation sur un sujet un peu général. On camoufle pas, on documente. Quand l'inspecteur gratte un peu trop, voici ce qui se passe. J'essaie de lui donner des carottes. Le principe de la carotte, c'est bien connu dans la fonction. On essaye de trouver des choses qu'on a faites pas très nettes, mais dont l'impact financier va être faible. Et on essaye de la sortir au moment où lui touche un sujet dur. Par contre, sur votre autre question, là, effectivement, on s'est trompé, monsieur le contrôleur, vous avez raison. Voilà pourquoi, en cas de contrôle, les grandes boîtes s'en sortiraient plutôt bien. L'évasion fiscale, pardon, l'optimisation fiscale est donc une activité rentable et finalement pas si risquée que ça. Nous avons enquêté sur le groupe British American Tobacco, numéro 2 du tabac dans le monde. Il fabrique des Lucky ou des Vogue. Le groupe est britannique, son siège est à Londres. Mais il a des filiales dans tous les pays européens. Elles sont regroupées au sein d'une holding en Hollande. L'an passé, le fisc français aurait réussi à pincer BAT pour un montage avec l'une de ses filiales. Elle s'appelle BATCC.
À l'aide de documents confidentiels venus du Luxembourg, nous avons retracé les activités de cette société au sein du groupe. En Hollande, nous avons rencontré de façon anonyme un cadre de BAT qui nous a parlé du contrôle fiscal français. Le montage financier n'avait pas, selon le fisc, de raison d'être. Il n'avait que pour objectif de payer des frais financiers et donc de réduire le résultat fiscal de BAT France et de payer moins d'impôts. Il y a donc eu un redressement sur la France. Le premier redressement était d'1,8 million et la négociation a permis de l'amener à moins d'1 million d'euros. C'est un petit montant. À l'échelle du groupe, il a raison. C'est vraiment rien, comparé aux bénéfices que British American Tobacco parviendrait à soustraire de sa déclaration d'impôt en France. La preuve ? Officiellement, dans ses comptes, BAT France a déclaré un résultat d'exploitation de 6,5 millions d'euros en 2011. Mais en fait, le résultat d'exploitation du groupe en France est bien différent. Regardez ce document interne, totalement confidentiel, de BAT. Pour 2011, le groupe affiche un résultat de 109 millions d'euros, soit 103 millions de plus que dans ses comptes publics. Avec pareille différence, c'est sûr, les impôts sont moins douloureux. Notre cadre anonyme nous le confirme. BAT France a payé 2 millions d'euros d'impôts en 2011, tout en déclarant un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros. Aujourd'hui, on estime à 50 millions d'euros les impôts qui auraient dû être payés, contre 2 millions, c'est-à-dire 25 fois moins. Apparemment, ce serait pareil pour tous les fabricants de cigarettes. On estime que le manque à gagner pour la France serait de 400 millions d'euros. Tiens, à titre de comparaison, c'est à peu près l'argent qu'il nous faudrait pour rattraper notre retard en équipement IRM. Vous savez, les machines qui détectent les cancers du poumon. Contacté, le groupe a répondu par lettre. La distribution de cigarettes, sa seule activité en France, lui a bien rapporté 6,518 millions d'euros en 2011. Cette lettre nous confirme surtout le résultat consolidé de BAT France et du groupe aux Pays-Bas, 109,3 millions d'euros. L'illustration d'une délocalisation fiscale très efficace. BAT reconnaît par ailleurs avoir fait l'objet d'un redressement limité de la part du fisc français. Bon, nous, on a quand même cherché à les rencontrer. Ça tombe bien. Il y a quelques jours, on a eu vent d'un déjeuner. Un repas un peu particulier. Dans un restaurant proche de l'Assemblée nationale, tout le staff de British American Tobacco France. La dame en bleu, c'est la présidente, Soraya Zouahid. Sont conviés des parlementaires, d'anciens ministres, des hommes d'affaires et d'influence. Le club des amateurs de Havane. Le relais des intérêts du tabac dans le monde politique. Ce jour-là, selon nos informations, on doit causer réglementation, publicité et cigarettes pour dames. Pour aider à la réflexion, quelques cadeaux, des Havanes, du romancien. Et c'est BAT qui régale en payant le resto, 10 000 € en tout. Si les élus redoutent le poids du remords, ils peuvent toujours se rabattre sur le menu bonne conscience. Messieurs, dames, Élise Lucet, France 2. Bonjour madame, vous êtes la présidente de BAT. Bonjour. On regardait cette table magnifique là, avec tous ces élus, tous ces députés, ces anciens ministres. C'est formidable, non? Vous parlez de quoi? C'est un club de cigares. Un club de fumeurs de cigares. Les amateurs de Havane, les voici. 3 anciens ministres, Dominique Bussereau, André Santini, François Sauvadet. À leur côté, le député Patrick Balkany et 3 autres parlementaires. Parce qu'on voulait vous parler de quelque chose qui, je pense, intéresse beaucoup les élus de la République. On voulait vous parler de fraude et d'évasion fiscale. Parce qu'on a des chiffres qui sont ici, si vous voulez, qui sont des documents qui viennent de chez vous. Regardez, je vous montre. Sur ce document-là, on voit, regardez, ici, là, vos bénéfices nets pour 2011. Regardez, résultat d'exploitation pour 2011, 109 millions d'euros. Donc ça, c'est très intéressant, c'est les bénéfices avant optimisation fiscale. Et puis quand on regarde sur un site très sérieux qui est
d'entreprise, un site d'entreprise, on voit que vous n'avez déclaré que 6 millions de bénéfices. Donc ça nous intéresse beaucoup de savoir où sont passés les 103 millions que vous n'avez pas déclarés au fisc français. Voilà mon... Mais est-ce que c'est de l'évasion fiscale? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. C'est un on a essayé de prendre rendez-vous avec vous, madame. Si on vient vous voir ici, c'est justement qu'on a des difficultés à avoir un rendez-vous avec vous. Vous savez, en fait, on parle de quelque chose qui vous intéresse. Vous dégagez, c'est pas notre problème. Il y a 103 millions qui sont partis aux Pays-Bas. Décidons à l'Assemblée. Le président du club, c'est lui, André Santini. Pas très heureux de nous voir là. Ça vous pose pas de problème? Là, ça vous pose pas de problème? On comptait s'inviter entre la poire et le dessert pour causer un peu. Un monsieur de BAT nous le propose aimablement. Alors, on va parler avec le porte-parole de BAT. Oui, bien sûr, venez. Sauf que le porte-parole, en fait, il voulait juste nous montrer la porte. On a décidé d'attendre à l'extérieur que ce petit monde en termine avec les cigares et les digestifs pour leur poser 2-3 questions et savoir s'ils n'avaient pas de scrupules à se faire inviter par un fabricant de cigarettes. On aurait aimé savoir pourquoi ce responsable des douanes au ministère du Budget s'était laissé inviter à ce déjeuner. Si d'aventure l'entreprise BAT avait discuté impôts avec lui entre 2 cuisses de grenouille. Est-ce que vous allez en parler avec le monsieur du budget qui est avec vous? Ça intéresse les élus de la République et ça intéresse les téléspectateurs. Ce n'est pas qu'une affaire de morale. La France a signé une charte de lutte contre le tabac avec l'Organisation mondiale de la santé. Dans cette charte, la France s'engage à ce que les politiques de santé ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux des cigarettiers. Des parlementaires en grande discussion avec la patronne en France du numéro 2 mondial du tabac, c'est précisément ce que la charte veut empêcher. C'est pour cela que les images de ce déjeuner sont si sensibles pour les convives. Et qu'à la sortie, ils ont un peu de mal à en parler. Bonjour messieurs, vous étiez au déjeuner de BAT? Non. Ah bah si, vous avez un cigare dans les mains. Bonjour messieurs, vous étiez au déjeuner de BAT? Non, Ah, vous ici, vous étiez. On vous a vu, vous avez un cigare dans votre poche. Vous n'assumez pas le fait d'être au déjeuner de BAT, ça vous pose un problème? Aucun. S'il était avéré que le groupe faisait de la fraude fiscale en France en échappant une partie de ses bénéfices aux Pays-Bas, ça vous poserait un problème ou pas? C'est pas mon problème. C'est pas votre problème. Ah Et non, ça pas vous... du tout. Non, ça vous embête pas. Allez, autant on emporte la charte. Puisque les conflits d'intérêts ne semblent pas poser de problème, concentrons-nous plutôt sur ce qui nous a amenés ici, les impôts de BAT. Ça tombe bien, voilà un ancien ministre du budget. Bonjour Monsieur Bussereau. Bonjour Élise Gusset, Ça vous va? allez bien? Oui. Est-ce que vous êtes intéressé au statut fiscal de BAT avant d'accepter ce déjeuner? Vous voyez, Non, vous êtes écoutez, ancien ministre du budget, attendez, vous êtes parlementaire, quand je monte dans le vous êtes train, dans un déjeuner j'ai été payé par BAT, ministre des on parle de Transports, fraude quand je parle dans le fiscale. train et qu'un contrôleur me dit bonjour, quand je prends l'avion et qu'une hôtesse me dit Vous bonjour. payez le train ou l'avion? Non, c'est l'Assemblée nationale qui paye pour Oui, les députés. c'est l'Assemblée Je ne me pose pas nationale, des c'est députés. pas Quand BAT. j'ai été ministre de l'Agriculture, quand je mange un yaourt, je ne me pose pas la question de savoir si j'ai rencontré le président de Danone avant ou auparavant. Voilà, donc moi je suis là dans un cadre amical. Non, mais je vous parle en toute liberté. Je vous repose ma question En tant qu'ancien ministre du budget, en tant que avéré que BAT pratiquait la fraude fiscale en tant qu'ancien ministre du budget, j'imagine que ça pourrait vous choquer. Écoutez, j'ai rendez-vous demain soir avec le ministre du budget, il s'appelle Bernard Cazeneuve. Oui, que nous avons rencontré. Je lui poserai la question, mais là je n'étais pas là en tant qu'ancien ministre du budget ni en tant que député, j'étais dans un club d'amis de toute tendance politique dans lequel nous sommes là pour la convivialité. Comprenez ma question, si vous voulez. À partir du moment où Attendez, le déjeuner est payé par BAT, on se demande s'il y a un conflit ça d'intérêts. fait 40 ans que je déjeune chez Voilà, après, s'il y a le moindre problème, je paierai la semaine prochaine 2 fois mon déjeuner. Ah, le président du club. Pas l'air content. Monsieur Santini, Madame Lucet. Non, j'ai pas apprécié vos procédés, madame. Mais écoutez, Excusez-moi. est-ce que vous êtes intéressé à Moi, je ne suis rien du l'optimisation tout fiscale de là-dedans. BAT avant de venir à ce déjeuner? Non. Si BAT effectivement faisait de la fraude fiscale à grande hauteur, ça vous choquerait, Monsieur Santini? Nous verrons ce que nous ferons, bien sûr. Et si c'était le cas, ça vous choquerait ou pas? Nous verrons, madame. C'est pas vraiment une Merci. réponse, Monsieur Santini. Allez, je vous ai connu meilleur. Et nous, on vous avait connu plus drôle. Voilà notre dernière chance. Patrick Balkany. S'il était prouvé que BAT, le groupe BAT qui paye ce déjeuner,
pratique la fraude, l'évasion fiscale vers les Pays-Bas. Si c'était le cas, si la fraude était prouvée. Mais quelle fraude? Mais si, la fraude entre les 109 millions de bénéfices et les 6 millions de déclarés, c'était prouvé, ça vous choquerait ou pas? Mais ce n'est pas ni BAT, c'est le problème de l'ensemble des sociétés qui travaillent partout. Aujourd'hui, elles font de l'optimisation fiscale. Toutes les sociétés le font. C'est bien ce qui pose problème. Les boîtes qui ne payent pas d'impôts, les gens qui se la coulent douce et mettent leur oseille à l'abri sous les cocotiers, ça énerve les opinions publiques. Et ça, les politiques, ils n'aiment pas. Surtout ceux qui voient des élections arriver très bientôt. Alors on bouleverse les agendas, comme à Bruxelles, le 22 mai. À l'ordre du jour du Conseil européen, on devait parler énergie. Mais l'évasion fiscale s'est invitée au dernier moment. Sur le tapis rouge ce jour-là, c'est l'heure des bonnes résolutions. Monsieur le Président, pour France 2, pour France 2, est-ce que vous pensez que le problème de l'évasion fiscale des multinationales va être abordé aujourd'hui, Monsieur le Président? Oui, sera abordé l'ensemble de la question de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale, c'est-à-dire aussi bien celle des particuliers que des entreprises. Et donc nous avons à cœur de lutter contre toutes les sources de l'évasion et notamment les paradis fiscaux. L'argent, tous les chefs d'État savent où il se trouve. Ont-ils pour autant la volonté d'aller le chercher? Nous, on s'est dit que ça serait intéressant de le vérifier. C'est pour ça que nous sommes venus. Profiter de la présence de tous les chefs d'État et de gouvernement pour leur demander ce qu'ils comptaient vraiment faire pour arrêter les dégâts. Comme on n'a pas les moyens d'aller voir les 27 représentants de l'Union, qui parlent tous à la même heure après le sommet, on a dû se concerter et faire des choix. C'est pas nous. On y va? On a voulu demander à François Hollande pourquoi la France subventionne une entreprise basée au Luxembourg, chez Jean-Claude Juncker. Le tout au cœur d'une Europe présidée par l'Irlande et son Premier ministre Enda Kenny. L'Irlande, accusée elle aussi d'être un paradis fiscal. Non, vous n'êtes pas... Oui, Monsieur le Président. Laurent Richard pour le magazine Cash Investigation pour France 2. En matière de lutte contre les entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale, la position de la France n'est-elle pas quelque peu schizophrénique quand on sait que pour s'implanter, l'entreprise Amazon a reçu plus de 1 million d'euros d'aide publique, alors même que les services fiscaux de Bercy réclament à Amazon 198 millions d'euros d'impôts. Est-ce que vous trouvez normal que l'État et les collectivités territoriales aident financièrement une entreprise qui ne joue pas le jeu? Ce sont deux procédures différentes. On peut accueillir une entreprise qui crée des emplois et lui apporter le soutien qui est d'ailleurs prévu par la loi ou par les délibérations des collectivités locales et en même temps aller chercher le moyen de faire payer l'impôt à cette entreprise. Et c'est ce qui est le cas pour Amazon. Comme Amazon, tiens, des entrepôts en France et des impôts au Luxembourg. Le Luxembourg, justement. On est allé lui poser la question au Premier ministre, Jean-Claude Juncker, le vétéran. 18 ans qu'il est aux manettes du gouvernement du Grand-Duché. Ce jour-là, il a une très grande nouvelle à annoncer au monde. L'opacité luxembourgeoise, c'est du passé. Pour ce qui est de la fiscalité, je voulais dire en un mot comme en 1000 phrases que le Luxembourg a décidé le 10 avril dernier que nous allons appliquer l'échange automatique des informations en matière de fiscalité de l'épargne à partir du 1er janvier 2015. Dans moins de 2 ans, c'en serait fini de l'opacité. Ouais. Enfin, tout dépend des documents qui seront concernés. À ce sujet, d'ailleurs, les accords fiscaux secrets que le Luxembourg signe avec les multinationales, les tax rulings, comme on dit dans le jargon, le Grand-Duché va-t-il les partager? Monsieur le Premier ministre, une question. Vous connaissez, j'imagine, ces documents.
Ce sont des ATA, des tax rulings. Ils proviennent de grands cabinets d'audit comme PricewaterhouseCoopers, oui. Ernst Young ou KPMG. Oui. Et ils permettent à ces grands groupes, à ces multinationales, d'échapper en très grande partie à l'impôt. Est-ce que, dans le cadre des échanges automatiques d'informations dont vous parliez à l'instant et que vous dites appliquer à partir du 1er janvier 2015, vous donnerez ces dossiers, ces documents aux différents services fiscaux européens? À condition que l'administration fiscale française, belge, néerlandaise, britannique, irlandaise, slovaque, slovène fasse de même. Et si c'est le cas, vous le ferez? Pourquoi est-ce que nous ne le ferions pas? Il faut se défaire de cette idée que Luxembourg serait le seul pays à appliquer des tax rulings, comme on dit, dans un mauvais franglais. D'autres le font également. Merci. Merci. C'était très agréable. La transparence, les nouvelles règles du jeu, on n'est pas sorti de l'auberge. Surtout s'il faut attendre que tous les pays européens reconnaissent les accords passés en catimini avec de très grandes entreprises. C'est pour ça qu'on avait choisi d'aller écouter Enda Kenny, le Premier ministre irlandais. Pas parce que l'Irlande assure la présidence tournante de l'Union, non. Plutôt parce que la veille, de l'autre côté de l'Atlantique, avait eu lieu un affrontement au sommet. Au Sénat des États-Unis, une commission d'enquête. À ma droite, Tim Cook, grand patron d'Apple, le géant mondial, la marque à la pomme. Il est accompagné de son directeur fiscal et de son directeur financier. Il témoigne sous serment. À ma gauche, le président de la commission, le sénateur Carl Levin, 30 ans d'expérience. Ne vous fiez pas à son air de comptable à la retraite, il est redoutable. La sous-commission se réunit aujourd'hui pour examiner comment les entreprises multinationales américaines utilisent les failles du Code des impôts pour déplacer leurs bénéfices dans les paradis fiscaux pour éviter de payer les taxes américaines. Voilà, on est tout de suite dans le vif du sujet. Ce jour-là, Apple va expliquer à quoi servent ses filiales irlandaises. Et on ne va pas être déçu. Pour répondre au sénateur, c'est le directeur fiscal qui s'y colle. Vous n'avez pas payé d'impôts en Irlande ou aux États-Unis sur ces dizaines de milliards de dollars envoyés dans votre filiale en Irlande depuis le reste du monde. Il n'y a pas eu d'impôt sur ces bénéfices aux États-Unis ou en Irlande. On est d'accord? Les revenus de nos filiales irlandaises ont été pleinement imposés en Irlande, selon les termes de l'accord que nous avons conclu avec ce pays. Le taux d'imposition maximum, c'est 2%? Monsieur le Président, je ne connais pas précisément les mécanismes de calcul. Pas les calculs, c'est un maximum de 2%? Approximativement, oui. Voilà, c'est dit, sous serment en plus. Apple a négocié ses impôts avec le gouvernement irlandais et bénéficie depuis des années d'un prix d'amis pour les profits que la compagnie fait passer par Dublin. Le genre de deal qu'on préfère garder bien secret. Il en dit quoi, Monsieur Kenny, de ces accords? Monsieur, hier, devant le Sénat américain, le patron d'Apple, Tim Cook, et son staff ont témoigné et ont reconnu qu'ils avaient obtenu 2% de taux d'imposition en Irlande. Pendant combien de temps votre pays va-t-il offrir ce genre d'accord aux multinationales? Je ne suis pas d'accord avec les déclarations faites au Sénat américain hier. L'impôt sur les sociétés en Irlande est de 12,5%. C'est le cas depuis longtemps. Nous ne faisons pas d'accords spéciaux sur les impôts. Donc, selon vous, ils ont menti devant le Sénat américain? Eh bien, je vous ai dit que je n'étais pas d'accord avec ces déclarations. Je vous dis qu'il n'y a pas de deal, pas d'accord parallèle, avec aucune entreprise en ce qui concerne notre impôt sur les sociétés. Donc, Désolé, c'est terminé. Question suivante. La vérité est au milieu de l'Atlantique? Vous voyez pourquoi on n'est pas tiré d'affaire? En matière de transparence, c'est encore le Moyen-Âge. Quand un patron fait un pas dans la bonne direction, le politique, lui, renacle et refuse l'obstacle. À ce rythme, ce n'est pas demain la veille que les inspecteurs du fisc vont enfin pouvoir regarder dans la bonne direction.